Alors donc bonjour, donc je m'appelle Maxime Rouffet et je vais vous présenter une approche hybride de la planification dans un jeu dit 3D Brawler. Alors vous en faites pas, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Donc ce jeu c'est Kaiora. C'est un jeu que j'ai réalisé durant ma quatrième année à Isard Digital. Voilà, et donc c'était pour mon projet de graduation. Donc, voilà, tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet. Donc d'abord quelques définitions, donc tout de suite, qu'est-ce qu'un 3D Brawler, pour qu'on soit tous d'accord? Donc c'est un jeu de combat au corps à corps où le joueur se bat contre un large nombre d'opposants, hein. Il y a beaucoup d'IA qui viennent à la fois, il doit les battre un peu seul contre tous. Ça rappelle un petit peu du coup le style arcade et évidemment avec un système de combat très développé, ce qui donne la profondeur de gameplay. Voilà, donc comme des références God of War ou Devil May Cry qui sont des piliers dans le genre. Après, vraiment un 3D brawler typé Arena, ça a été moyennement fait, un petit peu arcade. Voilà. En tout cas, Kaiora, c'est le cas. Alors du coup, la question qu'on s'est posée, c'est comment assurer, une dynamicité du combat tout en respectant les exigences, du game design, donc qui était l'une des problématiques aussi, abordées dans le talk, précédent. Donc pour ça, en fait, on a eu l'idée de faire une approche hybride entre, GOAP et HTN. Donc je vais d'abord vous présenter, les 2 parties de l'hybride. Donc on va commencer avec GOAP, donc Goal Oriented Action Planning. Donc concrètement, on a une liste d'actions possibles, hein, qu'on va appeler action set, et on va essayer en fait de générer un plan qui réussit un but à un temps précis. Et donc chaque action, de ce set d'actions possibles a une heuristique, donc c'est-à-dire qu'elle a plus ou moins de chances d'être ajoutée au plan. Alors je vais vous faire un exemple très simple pour que tout le monde puisse bien comprendre. Donc imaginons qu'on a un set d'actions pour le but patrol. Donc voilà, les 3 actions possibles, c'est idle, donc l'IA ne fait rien, elle attend. Choose target, l'IA va choisir un point ou un objet. Et move to, l'IA va aller vers le point, l'objet choisi. Donc d'abord, la première étape, c'est de choisir des actions qui vont réussir le plan. Donc là, par exemple, on va choisir idle et move to. Donc ça veut dire qu'une fois que ces actions sont ajoutées au plan, ça y est, c'est réussi, on a atteint notre but, le plan est valide. Ensuite, il y a certaines actions qui ont des requirements. Donc, par exemple, move to a besoin d'avoir une target. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'action choose target. Voilà, donc là, notre plan, il est prêt pour le but patrouille. Donc, on va voir un peu les plans possibles qu'on peut générer avec ça. Donc, le premier, ce serait simplement idle. IA ne fait rien. Le deuxième plan, très simple, choose target, move to. OK. Et la dernière possibilité, ce serait d'avoir choose target, idle. Alors dans ce cas-là, on pourrait se dire, bah, ça sert un peu à rien d'avoir choisi une target parce qu'on l'utilise pas. Alors pas vraiment, parce qu'en fait, ça laisse la possibilité au prochain plan d'être simplement move to. Évidemment, parce que voilà, la target a été choisie dans le plan précédent, donc ça laisse la possibilité. C'est pas 100% évidemment, mais c'est possible. Alors ensuite, la deuxième partie de notre hybride, donc la partie HTN, donc Hierarchical Task Network. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement qu'on a une dépendance entre les tâches elles-mêmes. Donc ça va se traduire notamment par ce qu'on appelle une compound task ou une task chain. Donc en fait, c'est une action qui en interne effectue une série d'actions dans l'ordre prédéfini à l'avance, c'est-à-dire qu'on choisit, on crée notre chaîne d'actions et ce sera toujours dans cet ordre, c'est assuré. Donc on va aussi voir un exemple de nous dans notre jeu. Donc par exemple, on a une task attack chain. Donc elle va commencer par play feedback. Donc un feedback dans un jeu vidéo, c'est un signal, un élément sonore ou visuel hein, qui va alerter le joueur pour lui dire attention, l'IA, l'ennemi va attaquer, donc prépare-toi. Donc voilà, elle va commencer par jouer ce feedback. Et ensuite, elle va par exemple voilà, move to player, donc elle va s'avancer. Et finalement, une fois qu'elle est à portée du joueur, eh ben, elle va effectuer son attaque au corps à corps. Alors, pour que cette architecture marche correctement, évidemment, les tâches qui ont des requirements dans les tâches dites enfants sont transférées à la tâche parent. Comme ça, on est sûr et certain que lorsqu'on utilise la tâche parent, tous les requirements sont bien valides. Alors, il y a une dernière chose que nous, on a ajouté dans cette architecture qui pourrait se placer dans le HTN, c'est la possibilité de forcer un plan à toujours commencer par une action. Donc voilà, on sait que le plan, quand il va être généré, forcément, il commence par telle action choisie, et ensuite du planning normal. Alors la question, donc ce serait pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et pourquoi on a choisi de faire ça? Comment on en est arrivé là? Donc on va juste voir les avantages de cet hybride de chaque côté. Donc d'abord du côté GOAP,
donc ça donne de la rejouabilité, de gameplay. Donc on a vu, on est dans un type 3D brawler, on se bat contre beaucoup d'ennemis. Donc si les ennemis font toujours la même chose, c'est toujours les mêmes, et ben ça devient très vite ennuyeux pour le joueur. Donc la rejouabilité, c'est ça qui est très important. Heu, une adaptabilité dynamique à l'environnement. Donc ça, on a vu, ça passe par l'heuristie. Donc voilà, plus ou moins de chances pour une action d'être ajoutée au plan. Mais voilà, donc ça peut être une heuristie, statique, ça peut être un nombre, 1, 2, 10, mais ça peut aussi être des paramètres dynamiques de jeu. Donc par exemple, nous, dans notre jeu Kaiora, eh bien, si le joueur a tous ses points de vie, eh bien les IA vont être, plus agressives. Si le joueur a pas beaucoup de points de vie, eh bien les IA, vont être, moins agressives. S'il y a une seule IA sur le terrain, eh bien elle va être très agressive. S'il y en a 5, elles vont être moins agressives. Donc voilà, l'adaptation dynamique, très important. Et l'autre dernier point important, c'est, la création de comportements de façon itérative. Donc ça, c'est très intéressant pour, la création de jeux. Donc on a vu par exemple pour le but, Patrol, on peut faire, une version 1 du comportement très, très simple avec 3 tâches, et au fur et à mesure de la production, ajouter, alimenter, en fait, venir alimenter en rajoutant des petites tâches, sans toucher aux tâches précédentes. Donc on vient juste augmenter et augmenter le comportement au fur et à mesure de la production sans, toucher aux tâches précédentes. Donc qui est très différent du, behavior tree qu'on avait, avant, où on est obligé de poser tout le comportement d'un coup, et au moment où on veut le modifier, on va être obligé de modifier tout le comportement. Donc là, c'est vraiment, façon itérative, très, très importante pour la production de jeu. Maintenant, le côté HTN, donc on va avoir des comportements statiques bien définis, définis à l'avance. Donc on est très content, de pouvoir savoir un peu ce qui se passe. Et voilà, la facilité, la conception et l'équilibrage de l'IA. Donc ces 2 points, en fait, c'est surtout pour nos designers, puisque, en fait, voilà, avec le GOAP, on sait ce que l'IA, elle peut faire, on ne sait pas ce qu'elle va faire, et donc ça peut être un peu difficile à équilibrer et à concevoir, pour nos designers qui avaient l'habitude de réfléchir les IA en façon behavior tree. Et aussi, ça va nous permettre, d'assurer qu'on respecte les codes gameplay, donc comme on l'a vu avant avec, play feedback avant d'attaquer. Voilà, ça c'est un code gameplay qui doit être respecté dans le jeu vidéo. Le joueur doit savoir ce qu'est en train de faire l'IA, voilà, pour qu'il puisse comprendre lorsqu'il prend des dégâts, lorsqu'il meurt, d'accord, je suis mort parce que telle IA m'a attaqué. Si on n'a pas ces feedbacks, bah, le joueur va mourir sans comprendre et ça va être très frustrant. Et ensuite, évidemment, voilà, cet hybride nous permet de respecter les contraintes, budgétaires de l'IA. Donc tout ça, ça va être fait en temps réel, donc au moment du jeu. Donc voilà, cet hybride nous permet de pouvoir, respecter cette contrainte. Alors maintenant, on va voir en jeu, qu'est-ce que ça nous donne. Alors j'ai des petites vidéos, on va se mettre au ralenti pour qu'on puisse, bien voir, tous ensemble. Donc là, on a 2 IA qui sont très proches du joueur. Et on a une, voilà, qui va aller se décaler, reculer, et on voit en fait, voilà, elle fait un signal et ensuite elle va charger le joueur pendant que l'autre reste au corps à corps. Alors on va avoir le temps de revoir. Donc voilà, donc là le joueur a toute sa vie, donc les IA sont agressives. Donc là voilà, on a une IA qui recule, elle passe en rouge, elle lève les bras, elle joue aussi un son, ensuite elle vient charger le joueur. Donc là voilà, elle a choisi cette stratégie-là, de reculer pour mieux attaquer pendant que l'autre reste au corps à corps pour, gêner le joueur. Donc là, de façon très agressive, le joueur a beaucoup de points de vie. Voilà. Alors on va voir la deuxième situation. Alors pareil, on va se mettre au ralenti pour pouvoir bien voir. Donc là, encore une fois, on a les 2 IA très proches du joueur. Mais là, cette fois-ci, ça va être différent. Vous allez voir, donc l'IA de droite, elle va venir se décaler et elle va venir, absorber cette flaque. Donc ça, c'est un élément de notre gameplay, c'est pas très important. Mais aussi, vous pouvez regarder l'IA de gauche, qui va aussi finalement se décaler et va un petit peu attendre, observer, avant de réattaquer. Alors regardez bien, voilà, elle se met un petit peu sur la gauche, elle attend, elle fait des petits pas de côté et ensuite elle revient attaquer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que, le joueur a pas beaucoup de points de vie, hein, on le voit sur l'écran, c'est tout rouge, la barre de points de vie est très faible. Et du coup, les IA sont moins agressives, mais elles ne font pas rien pour autant, en fait. Voilà, donc on a cette IA-là qui va observer un petit peu, qui met un petit peu de la pression sur la gauche, l'autre qui va absorber, et donc absorber, le joueur sait qu'il ne doit pas laisser faire, donc c'est quand même une menace pour le joueur, mais c'est pas une menace directe où il va mourir, c'est un danger quand même. Donc voilà, les IA, elles restent dangereuses, mais pour autant, elles sont moins agressives, donc ça reste intéressant. Les IA ne font pas rien,
parce que le joueur a plus beaucoup de points de vie, elles font quand même des choses autres qu'attaquer. Donc voilà, donc c'est fini, pour, ce talk. Donc si vous avez des questions, eh bien, je suis tout à fait, apte à répondre. Merci beaucoup, Maxime. Euh, c'est aussi super intéressant. Du coup, avez-vous des questions? Y a-t-il des questions? Du coup, Lire moi un j'ai une peu le question. chat. Est-ce que ah oui, mais je pense que c'est une réponse à une question du chat. Euh, est-ce que est-ce que du coup les comportements d'une IA sont détectés et pris en compte par les autres IA pour faire leur planification? Comment est-ce qu'il y a un modèle enfin Le director? ouais, Alors, non. Alors, en fait, oui et non. En fait, dans la programmation typique Behavior Tree, on va avoir besoin de ce IA Director qui va contrôler un peu le tout. Là, non, lorsque les IA génèrent la planification, il n'y a pas de director qui va plus ou moins gérer. Alors, on pourrait avoir un director qui pourrait distribuer des buts plus précis. Là, par exemple, toutes les IA ont le but attaque, mais on pourrait avoir un directeur qui va dire à ces deux IA-là, attaque. Front, donc vraiment vers le joueur, et puis ces deux IA-là attaquent en faisant un détour, par exemple, ce qui permettrait de générer des plans différents. Mais en revanche, donc on n'a pas ce système-là, mais par contre, comme j'ai dit, on a les heuristiques qui sont des paramètres dynamiques. Donc par exemple, il y a certaines actions où c'est les IA sont en train, s'il y a déjà une IA qui est en train de faire cette action, et ben elle ne peut pas faire. Par exemple, d'accord, l'IA qui absorbe, et ben en fait on ne peut pas avoir des IA, deux IA, plus de deux IA qui absorbent en même temps. Donc en fait, par exemple, l'heuristique, quand aucune IA absorbe, ça va être 2. Lorsqu'il y a déjà une IA qui absorbe, l'heuristique baisse à 1. Et lorsqu'il y a déjà deux IA qui absorbent, bah, l'heuristique baisse à 0. Donc en fait, on a ces paramètres dynamiques qui prennent en compte tous les paramètres de jeu. d'accord. Parce qu'en fait, sur ton premier exemple, on avait vraiment l'impression qu'il y avait une coordination, quoi. Les deux IA qui ne font pas la même chose, l'une qui prépare le fait de Ouais, c'est ça. foncer dans un En fait, ça joueur donne et l'impression, mais juste, en fait, par exemple, juste avant, bah là, on voit que les deux IA sont en fait très proches du joueur parce elles ont généré plus ou moins la même chose, qui était simplement attaquer devant. Mhm. Mais en fait, si on balance, on équilibre les heuristiques plutôt correctement, suivant ce qu'on a envie, on peut arriver à un 50-50 ou à un 75-25. Donc ça, c'est un peu libre aux designers d'équilibrer les heuristiques comme ils veulent. Alors, merci pour ta réponse, hein, Maxime. On a des questions de Bruno qui dit merci déjà de l'exposer. Est-ce que cette approche favorise les comportements individuels ou collectifs? C'est un peu ce dont on vient de parler. Ça, en fait, les comportements individuels, c'est par la planification en elle-même. Le comportement collectif est généré par ces paramètres qui sont partagés. Et en fait, on le voit avec la planification, même si là, directement, on n'a pas de directeur qui fait les choses, et ben, on a quand même cette impression de collectif où on a une IA qui reste au corps à corps pendant que l'autre charge, simplement parce qu'en fait, elles font des décisions différentes. Donc en fait, le comportement collectif est un peu émergent. Voilà. Il y a une autre question de. Dans la euh, démonstration, ah non, est-ce ça que le c'était la comportement question de de Bruno. est dû à une stratégie planifiée et intelligente ou bien un comportement aléatoire face aux situations jamais rencontrées? Euh, non, la stratégie est plutôt basique, à savoir, voilà, il y a des IA qui vont venir attaquer. En fait, elles ont plus ou moins tous le but attaque, parce que dans ce jeu-là, on n'a pas forcément besoin de but patrol, parce qu'on est dans une arène, donc forcément, dès que les IA sont là, elles vont attaquer. Mais en fait, comme je l'ai dit, plus il y a d'IA, moins elles vont être agressives. Donc, moins agressives, ça veut dire elles ont plus tendance à aller absorber ou à faire d'autres choses, ou alors à se placer à des points stratégiques. Je peux vous montrer, j'avais prévu KO, voilà. En fait, ça c'est une vue du dessus de la carte. Et donc, en fait, voilà, en bleu, on a les points d'absorption, donc qui sont des points d'intérêt pour le joueur et pour l'IA. Et en rouge, on a ces points stratégiques, où en fait, on a des IA distance qui tirent des lasers qui peuvent se mettre. Et donc, c'est notamment des points sur lesquels on a un peu la vue sur toute la carte. Donc, en fait, chaque IA a sa stratégie un petit peu poussée. Voilà, les IA au corps à corps et les IA à distance n'ont pas la même stratégie. Euh, mais en fait, c'est tout. La stratégie globale, elle se fait un peu par l'émergence de la planification.
OK. Peut-être une dernière question. Est-ce que, du coup, tout ça, il y a un outil dans parce que là, vous êtes sous Unity, c'est ça? Non, on est sur, Unreal Engine Et 4 sur et Unreal, vous avez un outil, Gaup, qui permet de faire ça ou? alors je peux vous montrer, voilà, il y a des références sur la fin. En fait, j'ai développé un plugin, pendant ce projet, donc qui est, utilisable. En fait, on a utilisé ce plugin après dans le jeu. Voilà, donc le plugin est sur GitHub, il est en libre accès. Voilà, par contre, il y a pas vraiment de wiki, écrit, correctement. Par contre, le code est documenté, donc si vous êtes un peu programmeur et que vous avez pas trop peur, vous pouvez aller voir le code et comment c'est fait. Tout est axé sur GitHub en public. OK. Ah super. Merci beaucoup.